Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour à tous. Un très bon début d'après-midi. Bonjour Fred Bastien. Bonjour Isabelle. Bonjour à Florence Lamoureux également. Merci d'être là tout le monde avec nous. Grosse émission qui commence avec un témoignage qui, je pense, va toucher tous ceux qui sont à l'écoute. C'est une histoire terrible, une immense tragédie qui a frappé une famille qui, depuis un peu plus de 4 ans, presque jour pour jour, parce que cette tragédie a eu lieu le 15 octobre 2021. Sébastien Filteau, cette journée-là, un jeune père de famille, passionné de vélo, est mortellement happé. Ça se passe à Sherbrooke. Il est happé par un récidiviste, Bruno Boisvert-Dallaire, qui roule à ce moment-là à 133 km/h dans une zone de 70. Il ne s'arrête jamais. Il faut que vous compreniez les circonstances de cette tragédie, de cet accident, de ce décès qui aurait pu être bien sûr évité. Vous comprendrez pourquoi quand on va parler avec Michel Filteau, le père de Sébastien, et qui se bat depuis 4 ans avec sa famille pour que la lumière soit faite sur tous les détails qui n'ont pas été présentés parce qu'il n'y a pas eu de procès. Étant donné qu'aujourd'hui, au Québec, vous le savez, depuis des années, on a cette fameuse loi du no fault, personne n'est responsable, tu frappes quelqu'un, tu le tues, il n'y a pas de responsabilité criminelle, c'est une responsabilité civile, c'est la SAC qui s'en occupe. La question que je vous pose aujourd'hui, et Fred, tu auras l'occasion de donner nos numéros, est-ce que c'est pas le temps de revoir le no fault? Est-ce que le no fault aujourd'hui, en 2025, ça tient encore? Oui, alors écrivez-nous, appelez-nous au 1-877-827-2346. On veut savoir là, si vous avez envie d'une réforme de la manière dont on gère les accidents de la route au Québec. Puis c'est certainement aussi, on va prendre vos témoignages là, d'appui et de support pour cette histoire très touchante, Isabelle. Michel Filteau est avec moi en studio. Merci beaucoup d'être là, Michel. Bonjour. Je sais que ça va être difficile pour vous de témoigner. Vous êtes là-dedans, vous vous battez pour votre fils Sébastien depuis 2021. Oui. Vous dites ce moment, cette journée-là où dans le fond, votre vie s'est un peu arrêtée. Oui, absolument. De toute façon, pour moi, c'est pas reparti. Ça ne repartira pas. Mon fils, c'était quelqu'un, je dirais, d'exceptionnel, qui avait des valeurs incroyables. C'est une personne que tout le monde devrait avoir dans sa vie. Joyeux, toujours de bonne humeur, le sourire facile, pas rancunier. Un passionné de vélo, surtout. Un passionné de vélo. Qui avait une jeune famille, il venait d'avoir une petite fille. Oui. Cette journée-là, c'est clair qu'il ne pensait pas qu'il allait être happé mortellement par un récidiviste qui avait 59 contraventions à son actif, 8 mandats d'arrêt aussi, jamais exécutés, interdiction de conduire un véhicule également. Absolument. Vous avez écrit une longue lettre de plus de 11 pages. C'est pas ma première. Non? Non, j'en ai écrit beaucoup. Depuis 4 ans? Depuis 4 ans, j'ai sollicité tous les ministères concernés. J'ai sollicité le Barreau du Québec, le Conseil de la magistrature. J'ai sollicité aussi la ville de Sherbrooke, la déontologie policière, protecteur du citoyen. Je les ai tous sollicités. Qu'est-ce que vous leur demandez? Qu'est-ce que vous souhaitiez, quoi? C'est que quand j'ai entrepris ces démarches-là, j'avais très peu de réponses à toutes les questions que je me posais depuis l'événement. Je vais toujours utiliser le mot « événement » parce que pour moi, c'est pas un accident. Je comprenais pas que lors d'une entrevue avec la procureure et avec le policier enquêteur, je comprenais pas. Il y avait tellement de choses qui semblaient non dites, qui semblaient être cachées. Puis on faisait face à
moi, quand j'ai appris que c'était un criminel multirécidiviste, j'ai posé la question, comment ça se fait que ce gars-là n'était pas derrière les barreaux? Voilà. J'ai eu une réponse vraiment stupide, là. Stupide et déchirante pour me faire dire que, étant donné qu'il y a un manque d'effectifs à la ville, ils n'ont pas priorisé le fait d'arrêter quelqu'un qui avait déjà des mandats d'arrestation contre lui. Il aimait mieux profiter du fait de remplir des quotas d'étiquettes d'infraction. Ça, c'est ma version à moi. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec ça, là. Mais tout ça pour un manque d'effectifs, je ne peux pas croire que les personnes en charge, c'est pas les policiers patrouilleurs qui doivent décider qu'aujourd'hui, bon, on va arrêter ce criminel-là. Il y a quelqu'un au-dessus d'eux qui décide, bon, ben aujourd'hui, on envoie des patrouilleurs, on va chercher cette personne-là. Il y a déjà des mandats d'arrestation, on va le chercher. Bien, il y a tout un dossier là, qui s'échelonne sur une période de moins de 10 ans. Oui. Je veux dire, ce gars-là, c'est clair que à la lecture, j'ai vraiment fouillé le dossier, Michel, et sincèrement, quand on lit ça, on est estomaqué. 6 omissions de se conformer à une ordonnance. Oui. 7 probations. Oui. Transfert sur ordonnance, 7 possessions de substances. La journée où il a frappé votre fils mortellement, apparemment qu'il a fait 2 transactions de drogue, de cocaïne. Il a vendu de la dope. Exactement. C'est ce qu'on apprend dans les documents. C'est pas quelque chose que j'ai inventé. C'est un Tout fait. Ce que j'affirme, je l'ai, c'est documenté. 4 voies de fait. 3 omissions de se conformer à une citation. 2 agressions armées ou infliction de blessures corporelles. Oui. 1 entrave au travail des policiers. 3 méfaits, bris de biens, rage au volant, fausse déclaration le 15 octobre pour le décès de votre fils, parce qu'au début, il disait que c'était pas lui qui était au volant, que c'était sa conjointe. Exact. Elle aussi, d'ailleurs, elle a eu une peine Netflix, on va le dire comme ça. Oui, 12 absolument. mois à maison. Hein? Oui. Prison à la maison. Là. Il va falloir qu'on arrête avec ça. Oui. Donc, 12 mois. Lui, il a eu 5 ans et demi, mais dans le fond, il a fait 4 ans. 5 ans et demi, ils lui ont enlevé 1 an parce qu'il avait fait du temps à la maison. Il a enlevé 1 an, donc ça revenait à 4 ans et 6 mois et 16 jours. Il a reçu sa sentence le 22 décembre 2022. En mars 2023, on recevait des services correctionnels Canada comme de quoi qu'en tout temps, il pouvait sortir escorté. À partir de juin 2023, il pouvait sortir sans escorte. Donc, 1 an à peine après sa sentence. Même pas 1 an après. Il pouvait sortir sans être escorté. Plus de 6 mois après, il pouvait sortir selon les documents que j'ai des services correctionnels Canada. Fred, je pense qu'on a déjà des réactions de la part de déjà, là, effectivement, plusieurs commentaires qui entrent sur le fameux no fault. Là, il y a Eric là, qui dit le no fault, c'est un principe qui, selon lui, est carrément inconstitutionnel. Félix est pour une réforme, dit des conducteurs sont devenus trop délinquants, il faut responsabiliser les conducteurs. Et oui, ça passe par la poche. Il y a François qui dit au Québec, c'est pas du no fault, c'est carrément de l'encouragement à la déresponsabilisation. Sylvain dit c'est le temps de revoir les vieilles lois, ça tienne plus à s'adapter à la vie moderne, surtout cet alcool au volant. Là, que Sylvain qui rappelle cet enjeu. Puis effectivement, il y a Yvan qui dit le no fault ne devrait pas s'appliquer aux alcooliques récidivistes en matière de conduite automobile. Il y a Mike qui dit c'est pas juste le no fault qu'il faut réformer, c'est le système de justice au grand complet. Et Daniel qui dit bien sûr il faut voir le no fault, on est tellement sclérosé au Québec, là, ça fait partie du problème. Merci de continuer à nous écrire. Là. Puis bon, Félix aussi qui est très touché par cette histoire en disant que franchement la personne qui a causé tout ce drame, ben, on y va avec des mauvais mots là, ici dans la messagerie pour qualifier la personne. Ah, bien complètement. Mais c'est un criminel. Mais il ne faut pas avoir peur des mots. C'est un criminel. Absolument. Qui l'était d'ailleurs avant même d'avoir tué votre fils et qui l'est devenu encore plus. Et ça pose de grandes questions à savoir que fait la justice. Moi, je lis votre dossier, Michel, le dossier de votre fils, puis je me dis, mais je ne sais pas comment vous arrivez à passer à travers ça. Je sais que vous avez déjà eu des moments extrêmement difficiles, vous-même, personnellement, parce qu'on se dit, qu'est-ce qui nous rattache à la vie? Vous avez eu des pensées, des idées noires. Oui,
En avez-vous Absolument. encore? J'en ai encore. Ce qui se rajoute à tout ça, c'est le fait que le soir de cet événement-là, les policiers patrouilleurs ont procédé à l'arrestation de Bruno Boisvert-Dallaire. Et en vérifiant dans leur banque de données, à partir de leur véhicule, ils se rendent compte que ce gars-là a déjà été arrêté pour plein de choses, dont alcool au volant. Il a déjà été arrêté pour, cette fois, possession de stupéfiants. Oui. Dans ce cas, moi, j'ai posé la question, dans ce cas, pourquoi ils n'ont pas exigé un test d'alcoolémie ou une prise de sang pour voir son état réel? Exactement. Quand ils l'ont identifié, le 15 octobre 21, donc oui. Tout de suite après la tragédie, à l'aide de leur banque de données, là, du CRPQ, à même leur véhicule, ils ont constaté qu'il n'y avait pas de permis de conduire. Il y avait des mandats d'arrestation contre lui. Ils ont dû voir, vous dites, qu'ils avaient été reconnus coupables de conduite avec faculté affaiblie et possession de substances illicites à plusieurs occasions aux criminels. Et là, vous vous dites, Michel Filteau, comment se fait-il que devant un tel dossier, il n'arrête pas le gars sur place, ou au moins qu'il ne lui fasse pas passer des tests d'alcoolémie minimalement? Là. Oui. Mais ça dit, on n'a pas jugé nécessaire de le faire à ce moment-là. C'est ça. Ils ont manque regardé. De jugement sérieux, là. À l'œil, d'après leur expérience, ils ont jugé que le gars, il semblait être, en tout cas, dans un état normal, sauf que il est comme à 5 mètres du véhicule, selon les déclarations des patrouilleurs. Le gars, il est tout en sueur. On devrait se poser la question dans ce temps-là, pourquoi il est tout en sueur? C'est pas un jogger, là, c'est pas un athlète, là. Il y a quelque chose qui ressort au travers de ça. Puis, possiblement, tout à l'heure, je vais vous montrer des photos de la voiture qui a frappé Sébastien. Puis, je suis persuadé, vous allez me dire, ça se peut pas que quelqu'un puisse conduire un véhicule. Une dompe. Ça a l'air que c'est une dompe. C'est une dompe. Puis le véhicule est détruit comme c'est pas possible. Puis le gars, il a fait quand même presque 2 kilomètres avec une voiture endommagée comme ça. Parce qu'il ne s'est pas arrêté, là. Pas du tout, pas du tout. Il a continué, lui. Même que la voiture a fait 65 mètres partiellement dans le fossé. Il a frappé un poteau de signalisation. Il est revenu sur la route. Il a endommagé le véhicule. Il est revenu sur la route. Mais il a continué sa route quand même. Fait que il y a un délit de fuite là-dedans. Hein? C'est un méchant délit de fuite. Puis tu te demandes, qu'est-ce qui fait qu'une personne... Quelle est la motivation? Ça n'a pas de sens. Bien, il avait bu cette journée-là. Oui, il avait bu une boisson énergisante alcoolisée, un poppers, là. Oui. Mais il en avait acheté 6 au dépanneur. On ne connaît pas le reste de l'histoire. C'est sûr que dans tout ce que les enquêteurs ont saisi d'informations dans les cellulaires, possiblement qu'ils ont découvert plein de choses, mais qu'ils ne pouvaient pas révéler. Ouais. En tout cas, qu'ils ne pouvaient pas me révéler. Là. Une autre chose aussi qui est difficile puis qui transparaît vraiment dans tout votre témoignage écrit, dans les documents et tout, c'est que, et ça arrive chaque fois, moi ça fait longtemps que je fais des entrevues avec des familles des victimes comme la vôtre, Michel, et à chaque fois, ce qui empire la douleur, je dirais, c'est qu'à chaque fois vous êtes dans le cirage. On vous dit rien, la police peut rien dire, les procureurs disent peu de mots. Ça vous a pris plus d'1 an avant d'avoir un début de petite idée, là, même la personne qui a secouru votre fils, là, on ne voulait pas vous dire qui c'était. Exactement. C'est terrible, ça, de ne pas être capable terrible. De savoir. À l'origine de mes recherches, de mes demandes, c'était je vais être émotif, là. C'était de savoir les derniers moments de vie de Sébastien. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il a parlé? C'était ça ma motivation à moi. Mais
Là, les enquêteurs jugeaient que je ne pouvais pas avoir ces informations-là. C'était trop personnel, puis l'enquête n'était pas terminée. Donc, je n'ai pas pu avoir ces informations-là. Je les ai obtenues juste cette année, au mois de mai de cette année. 4 ans plus tard, c'est là que vous avez rencontré finalement Oui. l'ex-militaire qui a été le premier répondant à secourir votre fils. C'est en plein ça. Et qui a pu vous dire que finalement, il était déjà dans le coma et qu'il se rendait compte de rien, là, qu'il était déjà un peu parti. Ce qui est fascinant aussi, c'est la façon dont on traite les familles de victimes. Il y a vous dites dans votre longue lettre que vous avez voulu avoir des réponses. Je pense que c'est une procureure, là, celle qui a voulu vous faire un petit cours là, de droit 101. Là. Eh, Seigneur! Ça, là, c'est fâchant, je vais faire attention. Alors, Maître Crépeau, peut-être c'est une bonne DCP, là, DPCP, mais elle nous a menés en bateau, je dirais. Là. Jamais de vraie réponse. C'est une personne d'une froideur, là. Bien, juste pour citer là, ce que vous dites dans votre lettre, vous dites, ben Bruno, le fameux, là, Bruno Bastien Dallaire, Boisvert Dallaire, pardon, c'est un criminel. Et là, elle vous dit, ben là, vous ne pouvez pas utiliser ce mot-là. Et là, elle vous sort la jurisprudence. Et elle vous dit même, sincèrement, le matin du 15 octobre 2021, il ne s'est pas levé en se disant « Aujourd'hui, je vais aller tuer quelqu'un ». J'ai trouvé moi, ça... je me ferais dire ça, Michel. Là. Je ne sais pas si je serais capable de garder mon calme. J'ai trouvé ça d'une stupidité venant de quelqu'un dans le domaine de la justice. Là. Je me disais, pourquoi tu me sors une niaiserie comme ça? Ah, oui. Il n'y a pas personne qui est assez imbécile pour dire, moi, j'avais l'intention d'aller tuer, parce qu'ils doivent toujours prouver une intention derrière le fait. Il n'y a pas personne, je pense qu'il n'y a pas personne sur la planète qui va dire, ouais, moi, ce matin-là, j'avais le goût de tuer quelqu'un, c'est ça que j'ai fait. Ben oui, tu vas avoir une sentence à vie, là, mais on s'entend que sentence à vie, là, ça ne veut plus rien dire. Hein. Mais Bruno Boisvert Dallaire, ce matin-là, il s'est levé. Lui, il pensait aller saouler la gueule, rouler sans permis de conduire, aller faire 2 deals de dope, puis pas regarder les limites de vitesse visiblement sur la route dans un vieux char qui n'avait même pas le droit de conduire. Il s'est levé quand même avec cette irresponsabilité en tête. Là. Il s'est peut-être pas dit « je vais frapper quelqu'un », mais c'est ça qui est arrivé. C'est beaucoup d'éléments qui font que tu te dis, ça peut pas être qu'un accident. C'est pas possible. Puis, je vais vous le montrer par les photos. Vous allez voir que c'est pas possible que ce soit jugé comme un accident. Vous, le no-fault, on va parler à Maître Bellemare, là. Vous en pensez quoi du no-fault? Bien, je connais pas vraiment ce domaine-là. Oui, j'en ai parlé avec Maître Bellemare. Oui, je suis allé sur Internet. Oui, il y a des clauses dans le no-fault qui devraient être révisées, corrigées, améliorées. Mais on dirait que Maître Bellemare, il est tout seul au Québec et depuis longtemps corriger ça. On va aller le voir. Michel Filteau, vous restez avec moi, bien sûr. Je rappelle que vous êtes le père de Sébastien Filteau, un jeune cycliste, un jeune père de famille qui a été happé à 36 ans, il y a 4 ans, par un chauffeur, un criminel récidiviste. C'est documenté. On n'invente aucun des faits qu'on vous nomme en ce moment, Fred. Il y a beaucoup de gens qui réagissent d'ailleurs. Oui, notamment, mais il y a Benoît là, de Saint-Légory qui dit « Mes respects au père de la victime qui se tient debout et se bat pour la mémoire de son fils ». Il y a Mike de Québec aussi là, qui dit « Comment se fait-il qu'un gars comme Michel soit laissé un peu à lui-même sans soutien? » Donc, on vous souhaite du soutien, Michel, définitivement. Pour ce qui est de la question du no-fault, ça fait toujours réagir. Là. Bon, Diane qui dit « Il va falloir qu'on sorte dans la rue, nous aussi. La justice protège les criminels avec des peines Netflix. » On a aussi un commentaire là, sur les conduites dangereuses des véhicules. Les gens se font dépasser extrêmement rapidement sur l'autoroute en disant, on dirait qu'il y en a qui font pas du tout attention, ça pourrait mettre la vie des autres conducteurs en danger. Puis il y a Martin de la Rive-Sud qui dit, le no-fault a ses raisons parce que sinon il y aurait des poursuites là, d'un point de vue complètement ridicule, mais ça ne devrait pas s'appliquer quand il y a des circonstances comme conduite dangereuse, grand excès de vitesse. Des fuites. Même des voleurs sont couverts, donc la couverture devrait être seulement pour les citoyens qui respectent les règles. Donc effectivement, il y a peut-être une nuance à aller chercher dans cette fameuse assurance. On va se faire expliquer tout ça. D'ailleurs, le no-fault, ça va nous permettre de nous rafraîchir la mémoire parce que
que c'est une loi qui commence à dater. On se souvient à l'époque que, effectivement, comme tu viens de lire, beaucoup de gens se faisaient poursuivre. Il fallait faire quelque chose. On a avec nous Maître Marc Bellemare, vous vous souvenez, ex-ministre de la Justice, avocat. Il représente des victimes d'actes criminels. Il ne représente pas, je tiens à le préciser, la famille Filto, mais il a accepté de les conseiller parce qu'il n'en revient juste pas de cette affaire-là, comme nous, d'ailleurs, où on se dit depuis 4 ans, mais la justice dort au gaz. Maître Marc Bellemare, merci de prendre le temps. Vous êtes bien là? Oui, tout à fait. Sur le no-fault, peut-être un petit rappel de ce que c'est que cette loi qui commence à dater d'ailleurs. Oui, ben le no-fault, ça existe depuis 1978. Les plus vieux s'en souviennent. Lise Payette, ministre péquiste du premier mandat de René Lévesque, une réforme en assurance automobile qui prévoyait qu'à partir du 1er mars 1978, les victimes allaient être indemnisées par la Régie de l'assurance automobile, qui est devenue éventuellement la Société de l'assurance automobile et qui n'aurait plus aucune possibilité de poursuivre quiconque suite à un accident de la route au Québec. Donc, ça existe depuis 47 ans. C'est impossible maintenant pour les victimes de poursuivre qui que ce soit, même les criminels. Peu importe qui, peu importe la faute commise, il n'y a plus de recours possible devant les tribunaux civils. Et on en est venu, voilà, et on en est venu là, Maître Bellemare, parce qu'il y avait de l'abus à l'époque, il y a une 50aine d'années? Oui, il y avait de l'abus, mais il y avait surtout le fait qu'il y avait 26 des victimes qui n'étaient pas indemnisées, qui ne réussissaient pas à obtenir un jugement de cour contre un responsable de l'accident, parce qu'il s'était sauvé, parce que la faute n'était pas évidente, et puis les avocats s'en mettaient plein les poches dans des recours civils, et les victimes avaient bien sûr souvent très peu d'indemnités quand il y en avait. Et donc, on a fait un régime public à ce moment-là. L'assurance automobile est née 1er mars 78, mais on est allé probablement trop loin. Ça arrive souvent au Québec là que le balancier s'en va tellement loin de l'autre côté qu'on crée d'autres injustices, comme cette fois-ci. Pour ce qui est de la famille Filto, aucune possibilité de poursuivre la ville de Sherbrooke ou bien le chauffeur qui a tué Sébastien en 2021. Donc, pas de recours civil, ça veut dire pas d'informations, pas de questions qu'on peut poser, pas de connaissance des circonstances précises de l'événement et pas de responsabilité du côté de la ville de Sherbrooke non plus. Alors, c'est très frustrant pour les familles. Parce qu'on dit, dans le fond, maintenant, la responsabilité civile, maintenant, enfin, depuis 47 ans, la responsabilité civile, ça relève de la SAC. Mais dans le cas Filto, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas là une évidence, Maître Bellemare, de responsabilité criminelle? On est au-delà de la responsabilité civile d'un simple accident de la route. On est là devant un cas de criminel récidiviste du volant avec des mandats d'arrêt contre lui, pas 1, pas 2, pas 3, là, 7, 8. Puis un gars qui aurait dû être en dedans, qui a des antécédents même criminels de drogue. Je peux refaire le dossier, là, mais je veux dire, que faisait-il dehors, ce gars-là? Et qu'a fait la police? Ouais. C'est de la responsabilité criminelle, non? Ben, il y a 2 fautes qui m'apparaissent évidentes ici. D'abord, la faute du chauffeur, M. Dallaire, qui, lui, a été condamné à 5 ans et demi de pénitencier pour différents crimes associés à cet événement-là. Donc, sa responsabilité civile, criminelle, ne fait aucun doute. Et il y a aussi la faute de la ville de Sherbrooke, qui a laissé en plan 8 mandats d'arrestation, qui, s'ils avaient été exécutés, aurait probablement fait en sorte que M. Dallaire soit hors circuit, donc qu'il ne puisse pas circuler, qu'il ne puisse pas être en liberté. Mais la ville de Sherbrooke n'a pas procédé à l'arrestation de M. Dallaire. Il s'est retrouvé au volant d'un véhicule alors qu'il n'y avait pas de permis et il a commis l'irréparable, donc il a tué finalement Sébastien Filto. Alors, il y a 2 fautes là-dedans, Mme Maréchal. Mais les tribunaux civils se sont tus le 1er mars 1978. Il n'y a aucune possibilité. Je vous dirais même que, par exemple, les frais funéraires, dans le cas de Sébastien, les frais funéraires aujourd'hui, ça va entre 10 et 15 000 normalement. Alors, la SAC verse à la famille, pour un décès survenu sur la route, une somme d'à peu près 6 000 6 à 000 Alors, tu peux même pas aller aux petites créances pour réclamer la différence à la personne qui a tué ton fils. Alors, ça va loin, là. Et c'est ça qui est dommageable. Et je pense que dans les cas d'actes criminels, on devrait permettre les recours civils. Puis je vous dirais que les familles, c'est pas de l'argent qu'ils veulent, là. La plupart du temps, c'est simplement de savoir. Le droit de poursuivre, c'est le droit de savoir, c'est le droit de produire des expertises, forcer des témoins à s'expliquer.
amener les événements devant le juge, obtenir une condamnation, une reconnaissance de la faute. Mais on peut pas le faire. Alors, on envoie une paperasse à la SAC qui paye toutes les dettes et le chauffeur, lui, n'a rien à payer suite à ça. M. Dallaire n'a pas versé un sou à la famille suite au meurtre au crime qu'il a commis. Et il s'en tire, ma foi, très bien. D'ailleurs, mais Maître Bellemare, ce gars-là, il va sortir. Moi, je gage 20$ qui refait la même maudite affaire. Ah oui, c'est ça. C'est ça le problème. C'est que là, on est au Québec en assurance auto. On retire un permis de la main droite, puis on donne un chèque de la main gauche, parce que vous savez que la famille Filto, Michel, qui s'exprime aujourd'hui, puis je vous remercie de lui permettre de le faire, Michel Filto n'est pas une victime au sens de la loi sur l'assurance automobile. Lui, il ne peut pas réclamer des frais psychologiques ou des pertes de revenus là, parce qu'il n'était pas présent au moment de l'événement. Ah oui, ça, là. Il n'était pas là, il n'a pas vu de ses yeux l'événement. Donc, il n'est pas victime. Il y a deux victimes là-dedans. Il y a Filto, Sébastien, la vraie victime, et il y a aussi Dallaire qui, lui, était dans l'accident. Même la Alors, conjointe. moi, je connais des cas. La conjointe. Je connais des cas, je vous le dis, là, qui sont en pénitencier puis qui sont indemnisés par la SAC parce qu'ils sont traumatisés du crime qu'ils ont commis. Oh mon Dieu. Ça existe, y en a-tu beaucoup de même? Actuellement. Oh mon Dieu. Mais donc, la conjointe de Sébastien, Stéphanie Ménard, qui vit, puis elle a témoigné, hein, votre belle-fille, là, des séquelles physiques, psychologiques, elle dit « Ma vie s'est soudainement arrêtée ce soir-là, le 15 octobre. C'est une vie que nous n'avons pas choisi de vivre, ma petite fille et moi. » Elle a quel âge maintenant, votre petite fille? Elle a 4 ans. Elle vient d'avoir 4 ans. Excusez, au mois de mai, elle a eu 4 ans. Oui, c'est ça. Elle venait, elle était tout bébé. Et donc, la maman et la conjointe de la victime et sa fille ne sont pas, comme elles n'étaient pas là, elles non plus, ce ne sont pas des victimes. Donc, pas de Elles ne sont pas des victimes. Et elles ont droit à une indemnité de décès qu'on appelle du fait du décès de Sébastien. Donc, la conjointe a droit à un montant du fait qu'elle est la conjointe. Les enfants ont droit à un montant du fait qu'ils sont les enfants et qu'ils étaient à la charge de Sébastien au moment du décès. Mais pour leurs besoins propres, c'est-à-dire pour madame qui a arrêté de travailler pendant X mois, X années, son préjudice, son stress post-traumatique, sa dépression, il n'y a aucune indemnité parce qu'elle n'était pas présente au moment de l'événement. Alors, il y a beaucoup de choses à reviser dans cette loi. Madame Maréchal, j'espère que le gouvernement va se décider à un moment donné à faire une revision de la loi sur l'assurance automobile, parce que depuis le 1er mars 1978, on n'en a pas eu. Mais on fait quoi, alors? On fait quoi, Marc Bellemare? On devrait revoir. Mais dans le cas Filto, on fait quoi et quand? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ou c'est fini, là? Ben, il n'y a pas de recours civil. Alors, on doit se contenter de ce que la couronne, le DPCP nous dit. On doit se contenter de ce que les policiers nous disent, peut-être le coroner. Mais on n'a pas le droit à ce que les Anglais appellent votre day in court, c'est-à-dire le jour où vous êtes devant un juge et que vous pouvez exiger des explications et obtenir une condamnation. Il n'y en a plus de processus comme ça. Alors, il y a le processus criminel, mais ça donne rien aux victimes. Ça donne une forme de satisfaction. Mais c'est pas ça qui va remplacer le salaire perdu. C'est pas ça qui va remplacer les traitements psychologiques que la SAC ne paiera pas parce que vous étiez pas présente au moment de l'accident. Alors, c'est très frustrant parce que il y a bien sûr des indemnités prévues dans la loi sur l'assurance auto qui sont assez modestes, il faut le dire. C'est un régime public, mais qui paye des sommes assez modestes. Il ne paye pas la totalité des pertes. Mais il y a quand même beaucoup de frustration dans les cas d'actes criminels comme ça. C'est certain que les grands gagnants du no-fault sont les criminels eux-mêmes parce qu'eux, ils n'ont pas une scène à payer. Et puis, même s'ils se blessent dans l'événement, ils sont admissibles aux mêmes indemnités que leurs propres victimes. C'est fort ce que vous dites, là, M. Bellemare. Les vrais bénéficiaires de la loi No Fault, ce sont les criminels de la route. Faut le faire quand même. Vraiment. Monsieur Bellemare, j'ai le commentaire de Martin de la Rive-Sud ici qui disait que le no-fault a quand même ses raisons parce qu'il y aurait, ça serait ridicule tellement il y aurait de poursuites. Là, on se rappelle comment ça a été commencé. Comment est-ce qu'on pourrait modifier le no-fault sans qu'il y ait d'abus, mais pour protéger les victimes? Ben, voyez-vous, le no-fault peut avoir une raison d'être dans le cas d'un accident de bonne foi. Vous frappez quelqu'un parce que vous glissez sur la route, intempérie, distraction. On peut avoir le dos large là, pour indemniser tout le monde. Mais quand c'est un acte criminel, je pense qu'on ne devrait pas aller jusque-là. Et quand c'est un acte criminel pour lequel il y a une condamnation,
non seulement les criminels ne devraient pas être admissibles aux indemnités, ce qui est le cas actuellement. Ben, tellement. Déjà, on pourrait commencer par là. Oui, on pourrait commencer par là, puis on sauverait des millions, puis on pourrait bonifier les indemnités aux vraies victimes. Mais en plus de ça, on devrait les rendre imputables financièrement des conséquences de leurs crimes. Alors, là, il y a à peu près 600 cas par année de conduite dangereuse causant la mort, négligence criminelle causant la mort, délit de fuite mortel, alcool au volant causant la mort. Il y a à peu près 600 cas au Québec sur 50 000 réclamations. Alors, la plupart des cas pourraient être admissibles à la SAC, mais on devrait permettre aux victimes d'actes criminels d'exercer au surplus un recours civil pour qu'il y ait une forme d'imputabilité pour les gens qui sont criminellement responsables de l'accident. En tout cas, on pourrait certainement préciser dans la loi No Fault, dans le cas où celui qui commet l'accident et cause la mort par négligence, dans un cas où c'est un récidiviste chauffeur, ben là, à ce moment-là, il pourrait y avoir possibilité de poursuivre. Parce que là, j'en reviens à la responsabilité criminelle versus la responsabilité civile. Pour moi, ça fait toute la différence. Oui, tout à fait. Vous avez raison. Et on peut tout faire dans une loi, Mme Maréchal. Ouais. Il suffit d'avoir la volonté politique de la modifier. On l'a pas. Alors, on peut modifier cette loi-là, on peut la changer, on peut prévoir des cas d'exclusion pour les prestations, comme par exemple des gens qui se blessent en commettant un acte criminel. Ça ne devrait jamais être indemnisé alors qu'il y a des millions qui sont versés à des chauffeurs chaque année qui se blessent en commettant un acte criminel. On pourrait aussi permettre aux victimes d'exercer un recours civil, ce qui permettrait de sauver des sous, parce que si c'est le criminel qui paye dans la mesure de ses moyens, ben c'est d'autant de moins à payer pour la Société de l'assurance automobile, c'est-à-dire vous et moi qui finançons ce régime-là. Ben oui. On peut tout faire, mais ça prend de la volonté politique et j'ai l'impression que les gouvernements se sont succédés depuis 1978 sont totalement indifférents à la situation. Ben vous êtes allé, M. Bellemare, on s'en souvient. Vous êtes allé, mais ça n'a pas marché. Ah oui. Ben moi, je me suis présenté en 2003 avec Jean Charest qui avait précisément promis, à ma demande, de modifier le no-fault dans les cas d'actes criminels, ce que je viens de dénoncer. Et il n'a jamais respecté son engagement. Quand j'ai vu ça, ben, j'ai quitté son gouvernement. Mais il reste que c'est tout à fait inacceptable. Et moi, des histoires comme celle que Michel Filteau vous raconte aujourd'hui, j'en entends tous les jours. Des victimes qui viennent me voir au bureau parce que c'est ma spécialité. Et j'entends des situations dramatiques. Et c'est pour ça que je me fais, dans la mesure du possible, un peu leur porte-voix, là. Maître Marc Bellemare, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Ex-ministre de la Justice, avocat qui représente des victimes d'actes criminels. Michel Filteau, je sais que vous vouliez nous montrer plein de photos et on pourrait bien sûr continuer de parler de cette lutte que vous menez pour votre fils, mais merci. Merci de donner une voix aux victimes et surtout bon courage. Merci beaucoup. Merci, Maître Bellemare. Ça me fait plaisir. On va suivre ce dossier-là, bien sûr, avec beaucoup d'intérêt. On garde contact, Michel. Parfait, merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir.